l'enfant. Bon, les hommes journaliers travaillent dans les travaux de la ferme. Les femmes, la lessive, elles filent, elles aident au travail des champs. Et c'est des travaux parfois extrêmement ingrats, notamment, non pas les prairies, mais ce qu'on appelle les crières. Les crières, c'est des petites bandes que l'on ne cultive pas en bordure des champs et dans lesquelles les femmes vont aller balayer les feuilles pour en faire de la litière. Elles balayent avec des balais de ronces. Elles ont le plus souvent des enfants, ces journalières. Qu'en font-elles? Bon, les enfants très tôt vont venir travailler, mais quand ils sont en bas âge, soit elles les mettent dans une brouette et puis elles vont au champ avec lui, soit elles le laissent à la maison, mais à la maison il y a des bêtes qui peuvent traîner, il faut en protéger les enfants. Et ces enfants, on les met en bas de l'armoire, on ferme l'armoire, où on les y retrouve au retour. Donc ce n'est pas étonnant qu'on ait trouvé dans cette enquête quantité de propos sur la dureté de la vie à certains niveaux de la société. Par exemple, ceci. Je vous disais l'autre fois qu'on était pauvre à Languidic, dans certains coins. J'ai vu de la misère. J'ai vu des femmes pleurer, venir demander « Donnez-moi un peu tout de même. Tout de suite, on vous enverra quand on aura abattu. » C'est-à-dire, dès qu'on aura tué le cochon, qu'on l'aura vendu et qu'on pourra vous rembourser. Certains ne gardaient absolument rien de ce cochon. Parfois les abats, parfois les pattes, mais c'était du manque systématique. J'ajoute ceci, ce qui est une nouvelle citation, et qui vous montre comment cette société, néanmoins, fonctionne, enfin, tient debout, malgré les écarts. Il ne faut pas croire que les pauvres ou les ouvriers étaient tristes parce que misérables. Ils acceptaient la pauvreté par habitude, et peut-être parce qu'ils étaient croyants. D'ailleurs, la soumission était prêchée. Ce sont donc les termes exacts recueillis dans un enregistrement. La soumission était prêchée, ça désigne évidemment le discours que l'Église pouvait tenir à l'égard de ces énormes écarts sociaux. Voilà pour le monde agricole. Alors je vous disais qu'il y avait cette particularité en Languidic, intéressante d'un point de vue de fonctionnement social, d'une petite catégorie d'ouvriers paysans. C'est qu'effectivement, alors là on est après les années 1905, il y avait une grève importante à Zinzac, les choses avaient redémarré ensuite, et davantage de paysans ont trouvé à s'occuper aux forges, ce qui a été un facteur de relatif enrichissement parce qu'ils apportaient un complément aux ressources des fermes. Il faut voir aussi ce que ça représente comme mode de vie. Ces ouvriers se rendaient là-bas à vélo ou bien à pied, et il est question d'un de ces paysans qui faisait 15 km à pied le matin, donc fort tôt le matin et autant le soir. Il y a des artisans. Alors, il y a beaucoup d'artisans dont on constate que leurs métiers sont tous en rapport avec l'agriculture. Menuisiers, charrons, maréchaux ferrants, des meuniers, je passe sur les autres catégories. Il y a aussi beaucoup de boisiers, d'ouvriers du bois, parce qu'il y a beaucoup de bois et de forêts aux alentours, qu'on utilise pour faire des lattes, pour faire des tonneaux, pour faire des poteaux de mine, pour faire du charbon de bois, bien des choses. Donc il y a quantité de scieurs de long, de charbonniers, de professions de ce genre-là, et dont certains, enfin un nombre important, habitent un quartier spécifique qui est le quartier de l'Enveur. C'est vraiment le quartier des ouvriers du bois. Ils habitent non pas des maisons, mais plutôt des logeux, des sortes de cabanes. Et l'autre point intéressant, c'est que ces ouvriers ont un mode de vie un peu particulier. Ils ont ainsi un jour de repos qui n'est pas celui des autres. Au dimanche, ils ajoutent un lundi et ils se rendent dans les zones où ils travaillent pour les adjudications du moment.
le lundi, où ils ont des activités particulières, des jeux notamment qui les caractérisent. Des commerçants au bourg, en grand nombre, je passe là-dessus si vous voulez bien, pour en finir avec ce point-là. Et je termine par une petite citation d'un des informateurs. Entre catégories sociales très différentes, pitots, petits propriétaires, domestiques et journaliers agricoles, un équilibre était néanmoins établi que nul ne songeait à remettre en cause, sinon à l'occasion des oppositions politiques qui étaient farouches, il faut le reconnaître, entre ceux qu'on appelait les rouges d'un côté et les blancs de l'autre, les blancs ou les chouans. Les fermiers étaient généralement dévoués à leurs propriétaires, dociles à leurs ordres. Beaucoup de domestiques étaient considérés comme faisant partie de la famille et traités comme n'importe lequel de ses membres. Il n'était pas rare qu'une famille de fermiers occupe une même ferme depuis 1 ou 2 siècles. Il n'y avait pas d'orgueil affiché, mais de la bonhomie. Tout était normal. La maladie, la misère. Les petits disaient toujours « à la grâce de Dieu ». Malgré tout, la culture commune a une grande importance. Le propriétaire va aux noces de ses fermiers, et réciproquement, tout le monde danse les mêmes danses, chante les mêmes chansons. C'est un témoignage qu'il faut sans doute nuancer, hein, parce qu'il y a aussi des inégalités dont on souffre, on ne saurait le cacher. À l'église, certains ont un banc, d'autres n'en ont pas. Pour les enterrements, tout dépend de la fortune. 9h, 10h, 11h, c'est pas la même heure, c'est pas les mêmes modalités. Il y aura plus ou moins de prêtres, plus ou moins de décorum. Il y a aussi cette petite anecdote d'une jeune fille qui s'était acheté un tablier dont elle rêvait depuis longtemps. C'était un tablier rouge, mais qu'elle n'avait osé mettre qu'à son arrivée au bourg, de crainte que, rencontrant des gens en cours de route, on lui eût dit qu'elle se vêtait d'une manière qui ne correspondait pas à son rang social. C'est vous dire le poids des impératifs dans ce domaine-là. Donc ça c'est le premier volet, si vous voulez, une société qui a quelque chose de très, très, très inégalitaire. Mais dans cette société-là, on a l'impression qu'on est dans une grande homogénéité culturelle. Alors, en 2 sens du terme. D'abord parce qu'il y a une homogénéité dans l'organisation de l'agriculture, et puis dans les autres formes de culture au sens plus large du terme. Je vais passer plus rapidement sur le premier point qui est peut-être plus évident. Hein. On est dans un milieu qui est régi par une agriculture de type ancien. Donc seigle, blé noir, avoine, un assolement un peu à l'ancienne, un outillage très restreint. On est quand même frappé de constater que jusqu'en 1914, on n'utilise pas grand-chose d'autre que l'arère en bois, c'est-à-dire l'ancêtre de la charrue. C'est en bois, parfois un socle de fer, mais ce n'est pas toujours le cas. Et les charrues métalliques efficaces ne vont arriver qu'après. Ça commence à arriver avant la guerre de 14, la Dombasle, le Brabant. Voilà, pas beaucoup de rendement, beaucoup de cueillettes. Ici c'est un pays de pommes, on fait beaucoup de cidre. On s'occupe aussi des châtaignes. Bon, voilà pour le tableau, si vous voulez, de l'agriculture. Je m'attache davantage aux formes de culture partagée. Alors, il y a une culture partagée parce qu'il y a une langue commune, c'est le breton. Et tout le monde parle breton sans complexe, des plus riches aux plus pauvres, sauf les châtelains qui viennent d'ailleurs et qui, eux, n'y comprennent rien. Il y a aussi un langage commun qui est intéressant parce que c'est un langage qui utilise des signes. Il y a un décès, on va mettre un crêpe noir sur les ruches. Bon, on saura qu'il y a un décès. Et ça importe aux animaux autant qu'aux gens. La taille du cierge. On voit, en fonction de la taille du cierge au moment des mariages, si on est riche ou si on est pauvre. On écoute les cloches. On écoute Colas Bras, par exemple, à l'église du bourg.
Et on sait ce qui s'est produit. Un trancheur, balle, mar dans le doigt, une pelle, une pioche, un mort en terre, et puis les facétieux ajoutent pem, blanc, kem, mot. Et j'en aurai 5 sous, ça c'est pour le fossoyeur. Pensez à la manière dont on entre chez quelqu'un aujourd'hui. Comment le faisait-on à cette époque-là? Quelqu'un se rend dans une ferme, il a besoin d'un petit service. Personne dans la cour, bon, il va se gratter la gorge. Si le chien est là, il va lui parler. Et puis, il va entrer progressivement, Tochteit, Deklarkor, entrez donc. Et puis, il va s'écouler un quart d'heure avant qu'on arrive à ce qu'il faut. Mais on utilise de ces petits signes pour se faire connaître. Par le type de bonnet qu'ont les enfants, on saura aussi si c'est un garçon ou une fille. Enfin bon, des tas de choses marchent comme ça par le langage des signes. Parmi les autres exemples de culture partagée, bon, il y a les veillées, évidemment. Les veillées qui regroupent vraiment tous les niveaux sociaux. Il y aura des pitots, il y aura des propriétaires, il y aura des fermiers, il y aura des journaliers, il y aura des mendiants. Tout le monde s'y trouve. Chacun avec ses activités. Activités de femmes, activités d'hommes. Les hommes, en hiver, pourront tailler le chanvre, ou bien alors ils s'absenteront à certains moments parce qu'ils vont aller broyer les pommes à côté. Bon. Chandelle de résine. Et puis des histoires de fantômes, de revenants, d'os de jambes, des choses comme ça. On chante aussi, et on chante les mêmes chansons qu'on soit pitots ou journalier. On s'inscrit aussi dans le même calendrier annuel, avec des fêtes qui s'imposent, avec des rites. Alors, bon, on est début mai. Un tout petit peu avant, le 25 avril, c'est la Saint-Marc. Et à la Saint-Marc, on se lève tôt le matin. Enfin, une personne de la maison va se lever, va aller au bourg, va en rapporter une petite bouteille d'eau bénite, va la rapporter dans la